Donc, on va parler un petit peu accueil de l'enfant et surtout de la synergie entre les différents acteurs au moment de l'accueil de cet enfant. Donc, enfant accueilli, enfant placé, mais voilà, on préfère effectivement d'utiliser le vocable d'enfant accueilli puisqu'on est là pour ça. Et se questionner sur l'accueil, c'est se questionner sur l'accompagnement, sur l'assistance et sur la défense. Et se questionner la synergie, c'est se questionner sur l'action coordonnée que nous devons tous avoir ensemble. Donc aujourd'hui, on est là pour fournir et formuler le même rêve. Aujourd'hui, I have a dream, we have a dream, et nous avons le même rêve. Le même rêve. Et aujourd'hui, finalement, je veux pas être redite sur ce qu'on a dit en haut, mais bien évidemment, on ne peut pas parler de synergie entre les différents acteurs si l'avocat n'est pas présent tout au long de ce parcours-là d'assistance éducative. Donc, je ne vais pas faire de redite sur le fait que notre rêve, c'est bien évidemment que l'avocat soit systématiquement présent aux côtés de l'enfant tout au long de la mesure d'assistance éducative. Alors, effectivement, c'est un progrès, nous devons passer par là. Il y a eu des réticences, on les a entendues ce matin, on les a encore entendues avec Madame la ministre, Madame Courbet, mais les réticences, on les a vaincues sous la garde à vue, on va les vaincre à ce moment-là, et c'est à partir de ce postulat, si l'avocat est présent aux côtés de l'enfant, que nous pourrons intervenir tous en synergie. Donc cette synergie, il va y avoir différents liens. Donc moi, je souhaiterais qu'on puisse parler de ces liens-là. Pour moi, il y a un lien qui va demeurer un lien vertical entre l'avocat de l'enfant en assistance éducative et le juge des enfants. Il est vertical parce que, comme on dit à mon avis la ministre, le juge des enfants, il tranche aussi. En tout cas, c'est mon point de vue. On peut en discuter, on peut en débattre, mais Madame la ministre qui dit, mais le juge des enfants ne tranche pas. Il est garant de l'intérêt de l'enfant, bien sûr, il est garant de l'intérêt de l'enfant, il se positionne dans l'intérêt de l'enfant, mais il tranche bien des requêtes, il tranche des questions, il tranche des questions de PhD, il tranche des questions de modification de droit de visite, et l'avocat peut formuler des requêtes. Donc pour moi, le juge, il tranche. Mais on n'est pas en concurrence. Et après, il y a un lien qui, à mon avis, est horizontal. Il est horizontal entre les autres acteurs. Alors, l'avocat, il n'est pas prestataire de service, il est auxiliaire de justice. Et il est en synergie dans ce lien horizontal avec notamment les éducateurs à leur côté, les assistantes familiales. Alors, effectivement, vous avez la chance d'avoir Madame Cavalière, qui est une assistante familiale de grande qualité humaine. Et elle pourra vous en parler mieux que moi, mais on a des exemples à vous livrer. Maintenant, on peut en parler, c'est terminé, il n'y a pas de difficulté pour pouvoir en parler, mais de rencontres merveilleuses dans cette synergie. Moi, je me souviens sur une instruction criminelle, vous y étiez, elle vous en parlera mieux que moi. Toutes les assistantes familiales étaient là, avec les enfants. Moi, j'étais avocat de l'enfant. Il y avait le psy de l'ASE, il y avait les référents. Voilà. Et ces moments-là, c'était des moments merveilleux. On vit des moments tellement difficiles qu'il est important d'avoir ces moments où, en synergie, on a l'impression d'œuvrer ensemble dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Donc, bien évidemment, moi, je suis là pour promouvoir cette synergie au moment de l'accueil, tout au long de l'accueil. Et tous les accueils. Parce que finalement, il y a l'accueil au pénal, on intervient, pas de souci, le CJPN vient l'entériner. Il y a l'accueil au civil, il y a la question de l'AED, parce qu'il n'y a pas que l'enfant, on est sur l'enfant accueilli, l'enfant placé, mais il y a aussi toutes les mesures AEMO, donc il faut qu'on y soit. Les AED, il faut qu'on y soit, à mon avis aussi. Et puis, peu importe le type de placement en foyer, placement en famille d'accueil, placement chez un tiers digne de confiance, et pourquoi pas être présent au moment du placement. Au moment du placement, finalement, j'ai des exemples à vous livrer. Parfois, c'est avec la police ou la gendarmerie, les forces de l'ordre, vous imaginez. Parfois, c'est à leur sortie d'école. J'ai des exemples comme ça. Parfois, c'est avec un éducateur qu'on n'a jamais vu. Si c'est avec l'avocat qu'on connaît, que l'enfant connaît. Parce que si c'est cet avocat fil rouge qu'on promeut, nous, au CNB, l'avocat qui est présent tout le temps, que ce soit au pénal, donc oui, l'enfant victime, mais aussi en AE, on le connaît peut-être d'avant. Donc, c'est cette personne qui est là, qui l'accompagnait, qui est repérée comme personne de confiance. Donc, l'avocat vigie du respect des droits de l'enfant, l'avocat présent tout au long de la mesure d'assistance éducative et au moment de cet accompagnement en assistance éducative en synergie avec chacun. Pourquoi? Parce que l'avocat, il est indépendant. L'avocat, il est seul face à l'enfant. Les éducateurs, ils travaillent avec le milieu scolaire, l'équipe médicale, l'équipe de l'ASE, etc. Mais l'avocat, il est seul avec l'enfant, alors dans son cabinet ou ailleurs, on a plein d'endroits où s'entretenir en toute confidentialité. Et ce lien-là, il est très important. Il est confidentiel, parce que ça, c'est le secret professionnel, il est absolu. Et justement, l'avocat spécialement formé, l'avocat de l'enfant, il est garant de ce qu'il peut dire en ayant discuté avec l'enfant, de ce qu'il peut révéler au juge, de ce qu'il peut dire aux interlocuteurs pour faire valoir au mieux sa parole
et son intérêt, en précisant que l'avocat est seul, c'était le sens de ma prise de parole ce matin, mais il est seul à pas avoir de supérieur hiérarchique, il n'a pas de compte à rendre, il ne dresse pas de rapport, l'avocat, il est libre. Donc, ce rêve, je le formule, je l'espère, avec vous, je l'espère nous tous autour de cette table, pour que demain, tous les mineurs soient accompagnés d'un avocat en assistance éducative, et pas seulement, de manière générale, partout de toute façon, qui est cet avocat référent, partout, parce que l'enfant est l'avenir de l'homme. Bon, alors, je sais pas, on a fait discuter également du passage de parole. Ensuite, je vais peut-être vous laisser la parole à Mme pour présenter un petit peu l'accueil de l'enfant. Là, j'ai l'impression que Cécile, dans le groupe, m'a passé son problème de voix. Vous énumérer un petit peu les accompagnements privés et le quotidien, auprès du quotidien des jeunes, et puis des écrits, enfin des écrits, de la parole verbale ou écrite, ce qui fera la transition avec Donc, Marie-Josée Cavalier, effectivement, je suis ancienne assistante familiale. Je suis réellement à la retraite depuis janvier. J'ai exercé ce métier depuis 1997, donc en 25 ans, avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de joie, des peines, de la vie, je dirais. Voilà. Hein, la vie familiale, la vie institutionnelle, la vie professionnelle, la vie privée, de la vie, donc des joies, des peines. Donc, l'importance, c'est que j'ai commencé en tant qu'assistante familiale au sein d'un CHS, donc en accueil thérapeutique. Et j'ai eu cette chance, je dirais, où j'ai été bien formée dans le travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on avait des réunions régulières, qui étaient datées, régulières. Tous les 15 jours, on avait un entretien individuel, professionnel et personnel, à savoir comment on était, comment on se positionnait par rapport à nos enfants, par rapport aux conflits qu'il pouvait y avoir, par rapport aux assistants familiaux. Avec une infirmière, un assistant social, une psychologue et quelquefois un psychiatre. Qui était vraiment le chef de service. Si on avait une difficulté, on pouvait en faire part en différé, mais on avait une réponse ou un entretien. Et on avait tous les 15 jours également une réunion, on était 6 assistants et assistantes familiales, donc une réunion d'équipe également avec ces professionnels. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et donc j'ai travaillé jusqu'en 2002. Cette cellule, disons, d'accueil fermée, elle n'existe plus. Donc j'ai travaillé avec l'ASE. Et là, je suis arrivée là, je me suis trouvée seule, quoi. Je me suis trouvée très démunie. J'ai dit, mince, il n'y a qu'une personne, évidemment, c'est-à-dire sociale, avec qui, humainement, je fais de superbes rencontres. Mais sur le terrain, effectivement, j'ai trouvé ça très solitaire. C'est très difficile, quoi. Et surtout dans les délais, donc j'ai eu des accueils provisoires. Les parents souvent, parce que quand j'habite dans le Gers, donc c'est rural, c'était des familles que je connaissais, donc j'ai toujours eu un lien correct et réciproque avec les parents. C'était des jeunes dont j'avais travaillé dans l'animation, que j'avais côtoyé au sein du sens du club, donc c'était positif, ceci. Et ensuite a commencé un travail avec un jeune, je travaillais avec des jeunes scolarisés, ça avait été mon choix et le choix de ma famille, puisque moi-même j'étais mère de famille de 3 jeunes de 7 à 12 ans. Donc j'avais choisi cet âge-là. Et puis, le dernier jeune que j'avais du CHS, ça a été un long placement de 5 ans. Il devait rentrer dans un EPEP. Il y a eu des démarches administratives qui ne sont pas faites dans les délais.
il n'a pas pu, c'était très bien préparé. Hein. Pendant un an, il y a eu une séparation, il avait intégré donc l'ICOP. La séparation avec nous, c'était très bien apprécié par chacun des membres. Et ça n'a pu se faire au niveau administratif, donc ça s'est su durant l'été, effectivement. Et en septembre, il fallait continuer un an de plus. Et effectivement, pour lui, ça a été un échec. Il ne retrouvait pas sa place et le placement a été quand même assez très difficile. Des fugues, des tentatives. Donc, j'étais très soutenue, moi, en tant qu'assistante familiale, mais effectivement, ma famille n'était pas accompagnée dans ceci. Donc, mes enfants qui étaient à peu près du même âge, pour eux, bon, je l'ai su après, hein, je me dis bien mes petits comportements, mais j'étais tellement prise finalement dans les accueils que je ne me suis pas rendu compte. Ça a été très difficile pour eux. Et donc, j'ai terminé de travailler avec eux. Et durant l'été, mes enfants m'ont dit, tiens, tu pourrais commencer. On m'avait proposé un accueil d'un bébé qui avait 2 mois. Et normalement, c'était juste pour 3 mois. Je dis, ça peut être intéressant. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, on t'aidera. Voilà, toute la famille adhérait. On s'est dit, pourquoi pas. Ça mettra une autre dynamique, puisque moi là, tout le monde était fatigué et un peu diminué. Et cet accueil, ça s'est prolongé 2 fois. Et il y avait un travail avec un retour à la MDEF avec la maman. Donc, j'avais trouvé cette relation au sein du CHS, c'était vraiment l'accueil enfant. La famille, on n'avait aucun lien. On s'était vu physiquement, on s'était présenté, mais il n'y avait pas de communication téléphonique. C'était infirmière qui faisait vraiment le lien. Donc, et là, donc, il y avait ce travail avec la mère. J'avais trouvé ça très intéressant parce que les accueils provisoires, justement, je connaissais les parents, donc je les voyais, on échangeait et je trouvais que c'était bien de pouvoir travailler avec eux et qu'il y ait ce retour. Je savais qu'il y avait un retour chez eux, donc c'était intéressant. Et donc, ce placement, finalement, ce jeune faisait beaucoup de ponctuolite. Il a été hospitalisé plusieurs fois. Donc, la maman était sollicitée, hein, effectivement, pour visite. Et elle était démunie. Elle était démunie. Et donc, elle avait échangé avec moi. Ça se trouve, si vous voulez, dans ce milieu rural. La maman a déménagé plusieurs fois et elle a fini par habiter dans la même rue que moi. Mais on ne savait jamais, je dis c'est toujours question de délai, on ne savait jamais. Mais on a su qu'elle avait déménagé. Un jour, elle vient frapper à ma porte, elle me dit ah oui, il va bien, le bébé, je nommerai Anne. Elle me va bien. Mais, comment vous êtes arrivée? Parce qu'elle avait toujours des problèmes de voiture, lors des médiations, jamais venir. Voilà, donc, et j'ai su qu'elle habitait dans la même rue. Donc, ce qui veut dire, bon, là, j'ai essayé quand même, en étant préparée dans le CHS, de me mettre des distances. Je me suis dit, là, non, je ne sais pas. Donc, là, j'ai été bien appuyée par l'éducateur qui a su mettre de la distance et me préserver. Et donc à l'hôpital, elle m'a dit non, moi je peux pas continuer, je vous le laisse. Je dis qu'est-ce que c'est ça? Donc référent, j'en fais part au référent. Je me dis je peux pas continuer ce placement. C'est sûr que là ça va être trop difficile. Et donc ça s'est fait. Le placement a continué et j'ai devenu un placement donc judiciaire. Jusqu'en 2009. Alors, je pense à cette situation, à ce jeune, parce qu'il va faire le lien avec l'avocate, mettre l'espoir. Et je mettrai espoir et en même temps pleine d'interrogations sur les difficultés justement de relation, de délai, d'interprétation au niveau des intervenants. En 2009, donc il n'y avait aucune visite chez donc la mère qui était
seul. Le père a vécu un moment avec la maman, mais non reconnu, il n'a pas reconnu. Donc, les enfants. Alors, moi, j'en ai eu un, il faut que je vous dise qu'il y a eu 2 autres, un frère et une sœur plus jeunes, qui ont été placés dans une autre famille également. Donc, on était 3 assistantes familiales dans le même département. Et on a eu fait des relais. On a travaillé le travail de fratrie, on a fait des relais et on avait de très bonnes relations professionnelles. Donc, ce qui veut dire très vite, on a fait des observations qui se croisaient, qui étaient vraiment communes, de maltraitance. Hein. Les enfants le faisaient remonter également. Donc, je dirais qu'on a eu cette force-là dans ce placement. Il y avait 6 observations qui étaient les mêmes. Et ça, depuis donc à peu près 2009, où la maman s'est mariée et son mari a reconnu les enfants, les 3 enfants, sans les avoir jamais vus. Ils les avaient jamais vus, il les a reconnus. Voilà, donc c'est une situation un peu singulière. Et très vite, il y a eu des visites à la journée, 2 ou 3, je crois qu'il y en a eu, septembre, octobre, novembre, et à Noël, ils ont eu 3 jours à domicile, donc ils ont passé à Noël chez les parents, tous les 3. Bon, ils commençaient à dire que bon, il y avait des caméras dans la maison, qu'ils étaient surveillés, qu'il y avait des punitions, qu'il fallait qu'ils disent ce qu'ils avaient fait de mal, qu'ils devaient se mettre à genoux. On faisait remonter tout ça. Et bon, ça s'est trouvé que c'était une période, moi je travaillais dans le Gers, où il y avait énormément de changements d'éducateurs, de chefs de service. Et la force, je dirais, de ce placement, c'est que c'était la période où on a commencé à faire beaucoup d'écrits, des mails qui étaient datés. Je dirais que c'est un superbe document, daté. Et donc, il y avait des écrits qui témoignaient, plusieurs écrits, au moins 3 écrits, plus bon, les différents référents. Pouvaient donc faire relever qu'il y avait de la maltraitance. Et là, ce couple-là a changé de département. Il changeait souvent. C'était dans les Hautes-Pyrénées, Gers, dans les passations, je dirais que c'était des délais très longs. Donc, pour avoir les accords donc, au niveau scolaire, au niveau carte d'identité, des autorisations, tout simplement d'un voyage. On les recevait, c'était pour l'année prochaine, quoi, c'était en avance. C'est-à-dire 2 mois après. C'est cette difficulté, je dirais que là, il faut vraiment travailler ensemble parce que bon, c'est très inconfortable pour les enfants. Ils sont dans des situations, les pauvres, ils sont marginalisés. Je dirais, ils ont déjà l'étiquette au niveau scolaire. Voilà, ils sont toujours obligés de dire, ben, je peux pas, j'ai pas l'autorisation. Donc, ils sont catalogués. Donc, ça, c'est vraiment très, très difficile. Et donc, de 2011 jusqu'en 2014, voilà, donc on remontait, on faisait remonter des écrits avec beaucoup de négatifs sur les la réaction de l'ASE à ces écrits, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a vraiment une communication autre que ces les échanges qui sont même pas, je ne sais pas si ce sont des échanges d'ailleurs, ou qui sont posés un peu. Alors, non, pour faire clair, parce que, je crois que j'avais relevé que de 2007 voilà, à 2011, il y a eu 7 à 8 éducateurs. Voilà, parce que bon, il y a toujours eu adhésion, mais impuissance. Je ne pouvais pas. Soit certains ont été déplacés pour être protégés. Je ne peux pas rentrer dans il y a le secret professionnel, mais disons, voilà, c'était une situation très difficile. Donc, nous, on n'avait pas de référent, et encore moins les enfants.
Voilà, donc pas Je de sais que chef vous de avez eu service. l'occasion de travailler aussi avec des avocats, avec Stéphanie Balexpo notamment. Donc, dans quelles circonstances, comment ils connaissent la parole ou les accusent? Voilà. Alors justement, donc j'ai pris cet exemple-là parce que c'est en lien donc avec elle. Et donc en 2014, il y a eu donc une audience juge des enfants. Et là, le jeune, donc, celui que j'ai, on lui a demandé effectivement qu'est-ce qu'il en pensait. Et j'avais eu une autre jeune qui venait d'avoir une audience et qui pouvait aller chez elle. Et donc, elle avait une médiation, des visites médiatisées à la journée, où elle pouvait, tous les 15 jours, y aller. Et lui, cette période-là, il était dans la protection de sa mère. On sait que sa mère, elle subissait, et il voulait la protéger en même temps. Et en même temps, il s'est dit, bon, ben, une fois tous les 15 jours, voilà, je veux bien y aller. Mais il n'a pas su s'expliquer parce qu'il n'avait pas justement de suivi, je dirais, référent. Donc, il n'a pas pu apporter sa parole et la formaliser et la formuler correctement, ce qui veut dire qu'il a été démuni devant le juge. Et quand il est rentré, enfin, il a pleuré, il s'est mis à pleurer, il dit, mais parce que le travailleur social donc, lui a dit à la sortie, mais tu vas chez tes parents en PHED. Donc, nous, on ne connaissait pas du tout ce que c'était, donc apparemment dans les Hautes-Pyrénées. Et donc, on a essayé de savoir ce que c'était. Donc, autant je trouvais que c'était adapté pour d'autres jeunes qui ont des relations avec les parents maladroites, mais il y a des relations, autant dans cette situation-là où il y a des maltraitances, je trouvais ça déplacé. Et donc là, je pense que c'est un exemple où effectivement l'avocate aurait été le fil rouge et aurait pu donc un peu s'entretenir en formule verbale ou non verbale, mais pour faire la chronologie en fait de cette histoire, et je me permets du coup de couper. La conclusion qui est effectivement assez regrettable pour cet enfant, c'est que toute cette partie qu'elle vous raconte, là, il n'y a pas d'avocat d'enfant. Il y a un référent qui change tout le temps pour diverses raisons. Donc en fait, l'enfant, là, sa parole, elle n'est pas entendue par le juge. Donc il arrive devant le juge, il voit le juge et il se dit, parce qu'il veut protéger sa mère, ce qu'on vous explique, il livre une parole plutôt de défense de la maman, donc PhD. Voilà, catastrophe. Et c'est après que moi, je vais arriver. À l'occasion, c'est ça que je me permets de pouvoir expliciter, on est face à des professionnels de l'enfance. Donc, à un moment, ben, on repère que cet enfant est victime au pénal et il y a une désignation d'administrateur ad hoc pour un enfant. Mais vous l'avez compris, il y a 3 enfants dans la fratrie, 3 assistantes familiales, heureusement qu'ils communiquent et qu'ils faisaient des observations, etc. À ce moment-là, l'administrateur ad hoc, c'est l'ASE de 65. Moi, je suis avocate mandatée par l'administrateur ad hoc. Je dis, voilà, je prends connaissance de la procédure pénale, je dis catastrophe. Pendant des années, ben, vous galérez un petit peu, hein, pardonnez-moi, je parle filiale, les assistantes familiales à faire remonter, etc. Pas d'avocat d'enfant, on voit ce que ça donne. Et je dis, non, mais là, il faut récupérer, là, on va regrouper les infos. La procédure pénale, c'est sur les 3 mineurs. Je dépose une plainte à constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, instruction criminelle. Et du coup, j'interviens. Je dis, mais moi, je vais intervenir aussi en assistance éducative, avec le juge des enfants. Enfin, tout était vu en amont, hein, il y a du dialogue sur tout ça. Et maintenant, voilà, ben, je suis intervenue, avocat des 3 enfants. Et aujourd'hui, là, je vous fais, je spoil la fin. Mais Madame Cavalière, qui est une personne de grande qualité, continue à recevoir, jeune qui est majeur hein, aujourd'hui, bénévolement, gracieusement, à son domicile. Et donc, c'est une vraie histoire de rencontre. Mais je trouvais l'histoire est très belle, en fait, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on voit l'évolution de cette fratrie, avec à un moment la césure de l'avocat de l'enfant qui intervient. Alors après, sur ma place, vous pouvez me critiquer, hein, fait comme si je n'étais pas là. Voilà, mais tout ce qu'elle vous raconte, il n'y avait pas d'avocat d'enfant. Hein. Je me justifie un peu, je n'étais pas là, hein. Je n'aurais pas laissé faire ça. Voilà, donc là, c'était dans le Gers. Et effectivement, l'audience a eu lieu dans les Hautes-Pyrénées. Et justement, les enfants, parce que bon, les parents déménageaient très régulièrement, mais on le savait, même les travailleurs sociaux réussissaient à le savoir. 2 ou 3 mois, donc pendant cette absence-là, bah, effectivement, travailler avec les enfants, c'était difficile. Parce que bon, soit effectivement, ils idéalisaient, soit bah, ils se sentaient néants. Donc, ça, c'est très difficile. Hein. Et donc, effectivement, ils sont allés, donc, les 2 aînés
sont allés, parce que la seconde également, 3 mois après, est partie également dans leur domicile. Et donc, il y a eu, je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du PHED, mais il y a eu des difficultés également entre les parents, le PHED, l'ASE. Donc, bon, là, nous, on était plus salariés. Nous, le juge avait demandé la visite une fois tous les 2 mois, un dimanche, pour les deux enfants. Avec l'accord, c'était les parents qui l'avaient demandé et les jeunes, donc avec notre accord. Et donc, nous, les 2 assistantes familiales, donc, quand on ne venait pas, on recevait toujours des mails, des coups de téléphone des parents. Donc, on faisait remonter pour la protection de l'enfance. Et donc, après, c'est passé, donc le jeune a pu partir de chez lui, je pense. Et c'est passé donc dans les Hautes-Pyrénées, où là, effectivement, il y a un travail, un binôme de l'éducateur et du psychologue, ce qui veut dire quand même qu'on avait une présence régulière et continue également. Donc, c'était plus facile. Il y a une vraie synergie. C'est vrai que moi, dans mon département, je sais que c'est pas le cas partout, mais on parle de synergie et c'est vrai qu'il y a une synergie psychologue, assistante familiale, éducateur référent et avocat. Et quand je suis intervenue, on a gardé cette synergie, donc qui a donné lieu voilà, à des très bons moments, un moment où les enfants étaient convoqués pour une confrontation devant le juge d'instruction. Donc, il n'y a pas de pôle d'instruction dans l'Haute-Pyrénées, donc on est à la cour d'appel de Pau. Et il y avait voilà, ce très beau moment avec les 3 assistantes familiales, les 3 mineurs, la psychologue, le référent. Donc c'est vrai que moi, c'est un département où il y a beaucoup de synergie et on travaille en synergie. Donc c'est vrai que le sujet, pour nous, voilà, il n'y a pas de débat parce que chez nous, c'est acquis. Donc ce qu'on veut, c'est ce rêve-là, c'est que ce soit le cas partout. Parce que celui qui est gagnant, il n'y en a qu'un, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Et ça me semble présenter, ça me semble, mais on entendra Madame le juge des enfants, mais ça me semble présenter un intérêt également pour le juge. Je vais poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est une vraie question, est-ce qu'un avocat pour 3 enfants, ou est-ce que c'est judicieux? Si c'est pas judicieux, dans quelles conditions? C'est toujours une question, parce que quelquefois on est obligé 3, on se retrouve certaines difficultés parce que l'évolution n'est pas la même, parce que le caractère n'est pas le même, parce que voilà, la vie c'est comme ça. Je ne sais pas. Là, ce qui m'a frappé, c'est que tu disais fait pour les 3. J'ai compris que c'était une situation très compliquée. C'est une vraie interrogation et c'est vrai que le débat est ouvert. Moi, je pense qu'il y a, en tout cas, moi, je ne fais pas de généralité. Ça dépend vraiment des situations. Donc, moi, je fais vraiment de la casuistique là. Donc, là, dans cette affaire-là, ça avait du sens. Après, moi, ce qui se passe, c'est que par contre, je les reçois séparément. Enfin, voilà. Parce qu'ils ont chacun leur parcours. Donc, moi, j'ai vraiment un suivi individualisé pour chacun. Et ils ont chacun un suivi individualisé, chacun sa famille d'accueil, son référent, etc. Et ça n'empêche pas justement cette synergie et ces points de bilan de temps en temps. Parce que la procédure, c'est la même. Donc, quand il y a une confrontation, c'est les 3 enfants. Les échéances judiciaires, ce sont les mêmes pour les 3, notamment sur cette instruction criminelle. Donc, il y a des points communs et à la fois ce suivi individualisé pour chacun. Mais le secret professionnel fait que, voilà, moi je le reçois, c'est pareil. Une question à vous, c'est super. Enfin, d'avoir une assistante familiale, c'est super, parce qu'on ne le voit jamais, on ne les entend pas suffisamment. Là, donc, vous étiez 3 assistantes familiales. Oui. Vous savez que maintenant, avec la loi Taquet, il y a interdiction de séparation des fratries. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez que vous auriez, ça vous a, entre guillemets, arrangé d'être 3? Oui. Est-ce que vous a compliqué la vie? Ou, enfin voilà, ça aussi c'est intéressant parce que là, maintenant, l'enfer étant pas avec de bonnes intentions, maintenant, on va se retrouver avec une interdiction de séparer les fratries. Hein. Là, moi, je pense circonstances exceptionnelles. Sauf exception, va justifier, circonstances exceptionnelles, Bon. Je vais essayer de répondre à la manière, mais dans cette situation, pour l'avantage. Dans cette situation, oui, parce que bon, je crois qu'on aurait baissé les bras de façon isolée, parce qu'en voyant que les éducateurs ne pouvaient pas tenir, entre guillemets, même des psychologues n'ont pas tenu. Hein, donc, non, on aurait abandonné.
craqué, je pense, je sais pas quelle forme. Non, je dis là, dans cette situation, bon, qui est très singulière, parce que moi, j'ai exercé pendant 25 ans, c'est vraiment la situation singulière qui marque. Ça a été une force. Ah oui, oui, ça a été une force. Et c'est pour ça que là, le fait que j'étais avocat des trois, ça permettait d'avoir ce lien aussi avec les trois. Sur les échéances judiciaires communes, attention, hein, parce qu'il y a quelque chose d'individualisé, mais c'est ça que je trouve merveilleux, en fait, dans cette situation-là. C'est que là, c'est peut-être le contre-exemple, mais il y avait du sens. Et c'est ce qui a sauvé ces enfants d'avoir des assistantes familiales distinctes. Et ça me semble, mais là, c'est en toute humilité, mais il m'a semblé avoir porté ma pierre à l'édifice sur ce lien de la fratrie. Et donc, l'avocat de l'enfant, il a un vrai rôle à jouer, justement, quand la fratrie est séparée. Effectivement, je dirais... Mais il y a des belles choses qui se passent aussi. Et alors, est-ce qu'il y a pu y avoir des contacts directs entre l'assistante familiale et l'avocat, ou est-ce qu'il fallait passer par le service, parce que c'est parfois le cas aussi? C'est par le service, mais parce qu'il y a de la synergie avec le service, du coup, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas moi qui allais appeler l'assistante familiale ou l'assistante familiale qui allait m'appeler, mais par l'éduc, par le psy de l'ASE, il y a besoin, il y a nécessité, il y a question, il y a besoin que tel mineur rencontre Mademoiselle Espoil ou tel autre, voilà. Et c'est ça qui est formidable en fait dans la synergie, c'est que du coup ça laisse place à cette souplesse-là dans l'intérêt de l'enfant. On fait au cas par cas, à la demande, au besoin. Et vous aviez des synthèses ensemble? Est-ce que vous aviez des synthèses? Non, pas avec les familles d'accueil. Non, pas. Ah oui, non, d'accord. Pas avec les familles d'accueil. Par contre, synthèse, avec du lien vraiment avec les éducateurs, psychologues, Parce que chacun a un rôle à jouer. Donc, le psychologue, il est à sa place, le référent est à sa place, l'assistant familial aussi et l'avocat aussi. Mais c'est important que l'avocat puisse être éclairé par le psychologue, ne serait-ce que pour fixer, je sais pas, par exemple, j'invente, mais le rendez-vous au bon moment. Voilà, qu'on ne soit pas déconnecté de la disponibilité de l'enfant à pouvoir, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment. Donc moi, je suis très à l'écoute de ça aussi. Sans violer le secret professionnel, attention, hein, c'est-à-dire que le psychologue, chacun a son, moi j'ai le secret professionnel, le psychologue a son secret, le référent il est dans son rôle, voilà, mais communiquer, moi je suis très très attentive au secret, hein, voilà, attention, mais ça n'empêche pas la communication. Surtout que je suis désolée, voilà. Je vous un truc que je vous passe la parole parce que j'ai des trucs, je suis trop contente qu'on ait une assistante familiale. Qui est intervenue au pied levé, je le dis quand même pour la remercier. Je vous passe la parole, juste un truc. Qu'est-ce que vous pensez de la nécessité non de votre présence aux audiences? Oui, bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonne question. J'ai eu juste en 25 ans, une fois, un juge m'a demandé d'intervenir. C'était une petite qui avait 5 ans, qui était très introvertie. Et là, ça s'est trouvé que moi, il y avait un très bon travail, il y avait le travail de personne à cette audience-là. Et c'est une collègue qui l'avait remplacée, donc la gamine n'arrivait pas à parler. Et elle m'a demandé de l'accompagner. Effectivement, là, j'ai trouvé. C'est pas la question que je vous ai posée. Excusez-moi. La question que je vous ai posée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, le fait d'être. Est-ce que vous pensez que c'est. Vous auriez aimé être, pas avec les parents éventuellement, séparément, mais être convoqué à une audience, ou vous pensez que c'est pas votre rôle d'aller à une audience? Non, c'est pas moi. Ça ne vous a jamais dérangé que l'enfant rentre et alors que vous ne savez pas ce qui s'est passé et qu'il vous raconte des trucs sans que vous ayez. Ce qui nous gêne souvent, c'est que effectivement, on trouve que l'enfant n'est pas préparé. Il n'est pas préparé. Oui, on le prépare au niveau de la date, on le prépare au niveau du lieu. Quelquefois, il sait qu'il peut retourner chez ses parents, qu'il peut y avoir. Donc, c'est assez sécure. C'est assez facile de pouvoir, mais quand ce sont des situations, on n'a aucune donnée. On ne sait pas, même nous, et encore je pense à ce jour, je fais partie d'une association départementale, mais on n'a pas trop eu l'occasion de parler, justement, c'est pour ça que ce colloque m'intéresse beaucoup, même si je ne suis plus dans la profession, et pour faire bouger, je trouve ça très intéressant, mais on n'a pas connaissance s'il y a présence ou non d'avocats. Et penseriez-vous d'ailleurs à ce propos, je rebondis sur la question de Dominique Akias, mais trouveriez-vous intérêt à ce moment-là à ce que l'avocat soit présent aux côtés de l'enfant pour le préparer à cette échéance? Parce que là, tout ce dont on parle, c'est que le fil rouge, effectivement, moi je pense que oui. Oui, moi je trouve c'est ça. Alors visiblement, il y a un monde merveilleux dans le métier. C'est ça. On va préparer un petit peu.
Mais il n'y a pas de problème, la synergie est là. C'est qu'à part de ces films, les enfants, ils ont besoin aussi de raconter ce qu'ils veulent de l'audience à la famille d'accueil. Donc, il faut faire attention à ça, parce que ça lui laisse quand même un espace de liberté aussi, de pouvoir raconter ou se raconter, parce qu'il y a aussi ses parents qui ont été nommés dans l'audience, hein, je veux dire, et quelquefois, il n'y a pas du tout envie d'en parler à la famille d'accueil, en tout cas avec c'est différent. Et ça, c'est intéressant qu'il en parle différemment à plusieurs interlocuteurs, qu'ils ne soient pas dans le même discours programmé ou cadré. Enfin, moi, il me semble. C'est intéressant. J'ai des situations, effectivement. Ils n'ont pas envie. Oui, oui. Ils sortent de l'audience, ils n'ont pas envie. Parfois que le juge puisse entendre quelqu'un qui est au contact direct de la mais ça peut parfois se justifier. Enfin, je l'ai vu 2 fois. Oui. Et d'ailleurs, quand on nous demandait, même par rapport à des bébés, par exemple, là, ça a été fait, beaucoup. C'était très intéressant. Enfin, je veux dire, effectivement, et la famille d'accueil était là, c'est un bébé, voilà. Mais je pense qu'il faut penser à l'unicité de la prise en charge, pas généraliser. C'est comme l'histoire des fratries. Il faut jamais généraliser, parce qu'on est obligé de faire des enfants. Le principe de la non-séparation, on nous l'a dit, et il fallait vraiment argumenter en tant qu'éducateur pour dire, attendez, là, il y a une relation toxique entre un frère et une sœur, c'est important. Et donc, c'est notre travail à nous d'argumenter en apportant le maximum de détails, parce que c'est souvent dans les détails que l'éducateur il est. Je vais justement dû laisser la parole à Brigitte Gebhardt qui va nous parler un petit peu des écrits, parce qu'elle de plein d'autres choses, parce qu'elle a beaucoup de... Juste dire qu'effectivement, on n'est pas tous dans ce monde merveilleux. Vous avez beaucoup de choses. Mon sœur Annie Chastelking, je suis sur Avignon. On a rencontré dans le cadre de l'association des avocats d'enfants sur Avignon les assistants familiaux il y a 3 semaines, 1 mois, donc qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse. Alors, on les a rencontrés sous l'égide de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse. Ça n'a pas été possible de les rencontrer seuls. Et quand on a discuté avec les assistants familiaux, il y a 2 choses qui nous ont été dites et je voudrais savoir si effectivement vous avez rencontré ces difficultés. Oui. Notamment les assistants familiaux, on peut nous dire que parfois ils souhaiteraient qu'il y ait un avocat d'enfant et qu'il leur est donné instruction par les services de l'aide sociale à l'enfance de ne pas accompagner eux-mêmes les enfants à nos permanences qu'on tient tous les mercredis parce que il nous a été indiqué que ça les mettrait, c'était susceptible de les mettre en difficulté vis-à-vis des parents, vis-à-vis de leur hiérarchie. Donc il est fait obstruction en fait à ce que les assistants familiaux accompagnent les enfants à nos permanences. Et sur les audiences, quand nous ponctuellement ça nous arrive de demander à ce que les assistants familiaux qui connaissent très bien les enfants assistent aux audiences, on nous dit que c'est pareil, que la hiérarchie le refuse dans un but de protection en fait des assistants familiaux. Voilà. Donc c'est vrai qu'on arrive à travailler. Moi j'ai beaucoup d'enfants qui viennent au cabinet où avec les années passant, on arrive à tisser des liens avec des assistants familiaux qui nous les amènent, avec lesquels ça se passe très bien. Mais il semblerait quand même qu'il y ait un frein en fait des services sociaux. Oui. Nous, on le gère, c'est. Voilà. On n'autorise pas effectivement à prendre directement la tâche avec les avocats. En général, ça passe par le service. Et quand le déplacement a été des cas d'assistants familiaux qui nous disaient qu'ils avaient fait des demandes en disant moi j'aimerais bien qu'il y ait un avocat d'enfant et le référent à eux estime qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un avocat d'enfant, ils préfèrent pas qu'il y ait l'avocat d'enfant et du coup alors même qu'on a l'assistant familial qui dit bah, ça pourrait être opportun mais on n'est pas désigné parce que Et là, il faut repenser au choix du coup que peut former l'enfant. Parce que l'enfant, s'il est informé de son droit à être assisté de l'avocat, ben, à ce moment-là, c'est plus la demande de l'assistant familial ou du référent, c'est la demande de l'enfant lui-même qui va dire ben, moi, on m'a parlé de. Moi, j'ai rencontré cette difficulté-là typiquement où l'assistant familial m'a dit moi, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, on a dit, bah, faites écrire un courrier par l'enfant. Dites à l'enfant qu'il écrive un courrier. Sauf qu'à l'intérieur, la question se pose de qui poste le courrier? De qui émane réellement la demande? Enfin, on a quelque chose d'assez compliqué. Nous, sur Avignon, en tout cas, c'est assez compliqué. Il peut dire ce qu'il veut au juge des enfants. Hein. Je pense que la famille d'accueil, elle peut poster le courrier, tout simplement, mais c'est l'enfant qui écrit. Vous savez, quand on fait une demande d'enfant, d'audition de l'enfant, pas d'enfant, une demande d'audition de l'enfant devant le JAF, c'est la même question. C'est la même question qui se pose. C'est l'enfant qui demande au juge. Vous avez les parents. C'est pas la même situation. Là, ce qu'on nous rétorque systématiquement, c'est le fait que vis-à-vis de la hiérarchie, c'est celui de les mettre à mal parce que la désignation d'un avocat d'enfant dans ce cadre-là, c'est souvent parce que la position de l'assistant familial et de l'enfant ou de l'enfant lui-même n'est pas en accord avec celle du référent à eux. Donc, ça pose une première difficulté. Et ensuite, il semblerait qu'il y a des parents qui prennent extrêmement mal le fait que l'assistant familial prenne l'initiative de solliciter un avocat d'enfant.
qui nous est remarqué. C'est vrai que ça c'est très, nous c'est très compliqué. Nous, chez nous, les éducateurs de référents de l'ASE ne peuvent pas demander la désignation d'un avocat directement. Hein. C'est plus haut que ça se passe, au niveau de l'inspecteur. D'accord, parce Ah, que ben oui. Moi, je vais les référents ASE, dans le cadre du rapport, déposent un rapport en signalant au magistrat qui leur semble opportun qu'il y ait un avocat d'enfant qui soit désigné. Nous, ça se fait. Ah non, mais pas chez nous, par exemple. Vous voyez, au niveau des départements, il y a des politiques un peu différentes hein, par rapport au cadre, et c'est ça qui pose beaucoup de questions. Voilà, nous, en tout cas, dans notre département, c'est l'inspecteur qui décide si oui ou non il y a besoin d'un avocat. Et quelquefois, effectivement, moi, je suis pour un avocat, effectivement, pas en ED par contre. Ça, je ne comprends pas bien pour l'IAUD, mais pour tout ce qui est effectivement judiciaire. Parce que quelquefois, les éducateurs référents, et c'était mon cas sur pas mal de situations, j'étais contre la position de la hiérarchie, notamment de l'inspecteur, et ben, je me retrouvais coincée à accepter de continuer à suivre un enfant dans un lieu de placement qui ne me convenait pas, voyez, bon, voilà, donc c'est jamais nous qui désignons, qui demandons. On peut demander, mais c'est pas sûr que ce soit accepté. Le mineur aurait pu, vous auriez pu faire en sorte que le mineur sollicite. C'était amener le gamin à faire quelque chose de ma responsabilité, de ma demande. Enfin, je veux dire, c'est un peu pervers comme situation. Vous voyez, de dire, je dis toujours aux enfants qu'ils peuvent tout à fait écrire au juge des enfants s'ils ont envie de dire quelque chose, etc. Ça, je leur dis dès le départ. Mais je ne peux pas utiliser un enfant, un petit objet comme ça, pour en venir à mes fins. C'est pas possible. En tout cas, moi, je le ferai pas. L'information. Il y a quand même la problématique de l'information. Un enfant peut s'exprimer et qui entend et qui reçoit sa parole. C'est vraiment toute la problématique. Parce que si on s'arc-boute sur l'idée, il est mineur, donc il y a besoin d'un représentant légal pour agir, pour être représenté, etc. C'est toute cette problématique-là qu'il y a derrière. Je crois qu'il faut faire savoir, généraliser l'idée que tous les enfants sur cette tous les enfants C'est l'information. Avoir un avocat, ils ont le droit d'écrire. Ça, je veux bien. C'est de l'information sur ses droits. Du Sud. Vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui, surtout avec le texte qui dit c'est pas tous. Mais il y a bien. Vous êtes déjà limité là. Ah non, il y a une affiche déjà qui est communiquée. Je veux bien, mais l'idée de savoir les droits, c'est toute la problématique d'un enfant, comment il s'exprime, à qui il dit et qui parle. Parce que tout le monde dit, ça c'est quand même incontestable, hein, on parle de l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En attendant, les enfants sont traités de la même manière d'un territoire à l'autre. Et c'est ça qui n'est pas normal. L'axe principal, c'est l'enfant, ce n'est pas les adultes qui sont autour. Et à ce titre, quand on entend les interventions, on se rend compte que c'est l'enfant, lui, qu'il soit sur tel ou tel territoire, il aura peut-être plus de chances d'être sur le territoire de Stéphanie et un peu moins de chances sur votre territoire dans le Gers ou à Bobigny, ou etc. Et ça, c'est là la problématique. Alors que si la synergie dans un monde merveilleux, c'était que tout le monde soit autour de l'enfant et écoute l'enfant, peut-être qu'il y aura un peu moins de problèmes. Et l'avocat, c'est un garant supplémentaire. Et l'avocat, c'est un élément de protection supplémentaire. C'est c'est surtout qu'il permettrait d'unifier la parole de l'enfant. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est l'idée de dire tous les enfants. Tous. Moi, je suis d'accord. Je suis la première à faire venir les nourrissons dans mes audiences. Mais arrêtez de dire un truc, quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Tous. Les petits, il faut se battre quand même pour les voir aux audiences, ne serait-ce que les voir. Vous savez, alors, qui c'est qui leur dit? Mais parce que je crois que le message devrait être celui-là, que les enfants, effectivement, et oui, que tous les enfants grandissent avec l'idée qu'ils ont le droit d'avoir cet avocat d'enfant. Parce que tu peux parler pour un enfant, moi je suis d'accord, parce que justement, parler pour l'enfant de tous. Alors, c'est des nourrissons, comment je le fais? Moi, je veux les voir, déjà pour les voir.
déjà compliqué. C'est déjà là. Hein, Bon, mais vous dites ça, mais vous avez déjà fait désigner des avocats tout petits. C'est pour ça. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Mais après, ça peut même être contesté ou contestable. Et moi, je l'ai toujours demandé. Et parce que ça vient pas des parents. Ça vient pas forcément du nourrisson. Ben oui, ils tous. Alors moi, je vous dis, il en a une, mais pas la même que les autres. Oui, mais donc moi, je suis tout à fait d'accord. Mais sur l'idée de, c'est vrai que celui qui peut garantir le besoin, qui n'est pas forcément d'ailleurs évalué de la même façon pour l'inspecteur dans une ASE ou pour le juge à l'audience de lui trouver sa place et d'aider à ce qu'un enfant et un nourrisson plus en particulier parce qu'il en a plus besoin que les autres, de trouver sa place à l'audience. Effectivement, il me semble que le juge des enfants, il peut justement évaluer comment il va présenter les choses aux parents pour être sûr qu'ils ne vont pas le comprendre comme il agit. Il y a déjà l'ASE qui des fois agit à la place de l'assistante familiale, la juge qui décide à la place de l'enfant. Tout le monde se met à la chaise, sur la chaise des parents. Donc, pour que la synergie avec les parents aussi puisse fonctionner, parce que ce n'est pas juste une question de les écarter ou de les évincer. Hein. C'est que pour faire avec les parents, il faut trouver cette phase de comment on va aborder la question, comment on va présenter la place et le rôle de l'avocat aux parents, à l'ASE, pour pas qu'il y ait des... Pour ce qui est des parents, en tout cas, l'avocat en général, enfin moi je fais toujours, je vais voir les parents, je leur explique mon rôle, je leur dis, je suis l'avocat de l'ASE, je ne suis pas leur avocat, je ne suis pas l'avocat de l'ASE. Généralement, déjà ça les rassure. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà une relation qui est souvent tendue avec l'aide sociale. À partir du moment où il y a un avocat, ils ont l'impression que l'enfant sera protégé parce qu'ils pensent, à tort ou à raison, qu'on va aller dans leur sens. Ce n'est pas forcément le cas, mais enfin bon, du coup, que l'enfant sera protégé de l'aide sociale. D'avoir un intervenant, ça leur, je crois que ça, en général, ça les rassure. Mais aussi, pour que ça passe, mais c'est. La question, elle est effectivement très pertinente et c'est tout le problème, c'est-à-dire qui demande l'avocat de l'enfant. Et c'est bien le sens de mon propos. C'est-à-dire que je pense que plus on sensibilisera les enfants à ce droit-là, plus il faudrait tendre à un modèle où ce soit l'enfant qui dise « je veux avoir mon avocat ». Parce que tous les adultes, ils connaissent ça. Je veux mon avocat, je veux prendre un avocat. Les parents, ils n'ont pas besoin de ça. Donc l'enfant, bien évidemment, c'est pas le nourrisson qui va dire je veux mon avocat, il ne peut pas parler, il n'a pas la parole, et c'est pas le tout petit non plus. Mais c'est de faire savoir, plus on diffusera ce droit à l'assistance de l'enfant, plus l'enfant ça fera partie de son environnement, et il se dira je veux un avocat. Voilà. Et ça, je pense que ça doit venir aussi peut-être de l'enfant, mais c'est à nous de faire savoir et que ça s'imprègne dans notre culture. On n'y est pas. Et moi, je rêve de ça. On a deux intervenants qui doivent parler, une demi-heure. Non, mais l'enfant, il ne devrait même pas avoir besoin de le demander. Voilà, exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on milite pour qu'il y ait un droit à l'avocat automatique, systématique, dans la mesure où un enfant ne devrait même pas avoir à demander un avocat et il ne devrait même pas y avoir des enfants et des sous-enfants. Parce que quand on parle de l'enfant discernant ou discernant, l'enfant non discernant a moins de droits que l'enfant discernant et c'est une absurdité. Donc la solution idéale, c'est d'imposer la présence systématique de l'avocat de l'enfant. Comme ça, l'enfant n'a pas à faire cette démarche-là. C'est notre position au CND. Puisqu'effectivement, comme ça, le problème, il est réglé. Il n'y a même plus, voilà, là, on parle de la jeune personne dont vous parliez tout à l'heure, qui était en conflit, finalement, qui protégeait sa mère. Celui-ci, même s'il a l'information de sa possibilité, de son droit à avoir un avocat, je doute qu'il s'en saisisse. Donc, j'entends votre discours. Effectivement, de toute façon, ça passe par l'information et ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde, et parents inclus, de comprendre que un avocat existe aux côtés de leurs enfants. Mais en même temps, faire prendre à un enfant la décision et la possibilité de la demande, je pense que c'est une autre étape. C'est là où, effectivement, je vous rejoins, mais le travail de l'éducateur, il est là. C'est-à-dire l'éducateur, il n'est pas là que pour l'enfant, l'éducateur. Il est là aussi pour soutenir les parents, d'être dans le contrôle. C'est là la complexité du travail de l'éducateur, et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire travailler sur ces ambivalences-là. C'est-à-dire l'enfant, effectivement, en même temps, il est victime et en même temps, il veut protéger ses parents.
Et en même temps, il se sent coupable. Et en même temps, et donc effectivement, c'est complexe ces histoires. Et nous, notre travail à nous, en tant qu'éducateurs, c'est justement d'accompagner cet enfant à parler à l'avocat de son côté victime et à nous, effectivement, de le rassurer sur le fait qu'on va essayer d'aider ses parents. Vous voyez? Et c'est parce qu'on travaille ensemble à un niveau du droit pour l'avocat et que chacun a sa place et reste bien à sa place, effectivement, on peut avoir des désaccords. Hein. J'ai travaillé avec Madame Rinaldi, il y a eu des moments où elle a pris des décisions, je n'étais pas du tout d'accord. Je reste pas d'accord d'ailleurs sur une situation. Par exemple, bon, je fais avec la réalité du droit, de ce qu'elle a eu à porter, et puis voilà. En tout cas, c'est toujours de réfléchir à cet entre-deux. Vous voyez? Et c'est ça notre travail à nous, éducateurs. Et c'est pour ça que je suis désolée de ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je travaille à l'aide sociale à l'enfance. C'était pas du tout, le travail éducatif n'était pas le même. Alors, effectivement, si je regarde un peu en arrière, j'ai le souvenir que la profession à ses débuts était certes plein d'énergie, hein, on était très motivés, le bien commun, les services publics, etc. Effectivement portés par des idéologies, prêts à prendre tous les risques. Et ces outils étaient souvent au service d'un savoir-être, justement, de quelque chose qui venait de nous, qui paraît tout à fait de bon sens presque. Aujourd'hui, alors évidemment, hein, c'est un joyeux bordel, ça j'en conviens, et de ce point de vue, la mise en place de protocoles, de l'évolution législative ont permis de respecter la place de chacun, de trouver des harmonies. Mais en même temps, ça a souffert aussi du coût de la motivation. Plus il y a de cadres, plus il y a de lois, et moins il y a ce qui peut sortir de créatif dans chacun. Vous voyez? Et donc moi, je m'inquiète un petit peu de ce que c'est devenu. Alors, pour en continuer avec ce qui fait le travail avec l'avocat et le juge, c'est que notre lien au juge et l'avocat, il passe avant tout par l'écrit. Et ça prépare les décisions du juge, autant qu'il doit rendre compte de son application, qui prépare l'avocat à la défense d'un enfant ou de parent. Cet écrit doit pouvoir se soumettre à une critique possible du juge, de l'avocat, de l'enfant comme du parent. Alors, comment passer de l'écrit qui vise à rendre des comptes à un écrit qui permet réellement de rendre compte d'une situation? Il me semble, à la lecture des rapports éducatifs aujourd'hui, et que de plus en plus, les aspects relationnels sont balayés. C'est-à-dire, là, effectivement, le fait qu'on s'impliquait dans l'écrit. Aujourd'hui, vous avez il me semble, hein, que je vois ça même avec les nouvelles générations qui arrivent et je me fais tutrice de plein de stagiaires et je serais prête effectivement à former un certain nombre de stagiaires qui viennent au service. C'est le fait que il y a des mots. Voilà, alors l'intérêt supérieur de l'enfant, l'accession à l'autonomie, vous voyez, tous ces mots tiroirs là, dont on ne sait même plus à quoi ils servent. Et les rapports, je ne sais pas vous, mais quand vous lisez des rapports éducatifs, pas grand-chose dedans. Il n'y a plus grand-chose dedans. Parce qu'il manque cette liberté et que tout le monde se protège. Tout le monde se protège. Et effectivement, du coup, on est dans une société déjà de l'ego, de la consommation. Vous savez, les établissements, par exemple, les éducateurs, vous leur demandez à des gamins qu'est-ce qu'ils font le week-end avec les éducateurs, ils vont soit au McDo, soit à Euro Disney. C'est triste. Nous, on allait voir des expos, on allait faire des choses différentes, enfin créatives. C'est plus le cas. Vous voyez, il y a à remobiliser. Le pacte social, c'est pas être fondu dans une société de consommation, vous voyez, de la solution. C'est dans les petites choses, l'éducation. C'est préparer un enfant à ses vacances, on lui montre sur une carte où il va aller au mois de juillet. C'est là, dans les Landes, Arcachon, je sais pas. C'est pas, je te trouve une place à la mer. Tu veux la mer? Bon, la mer. Et c'est ça, tout ça qu'il faut revisiter. Parce que sinon, effectivement, l'avocat et le juge, il va motiver ses décisions sur quoi?
Voilà, non, on a discuté de la subjectivité. Oui, alors, je ne sais plus où j'en suis. Ouais, nous sommes passés d'une communication débridée, mais sans doute lacunaire, de mes débuts d'éducatrice, à une normalisation en France qui, à présent, me semble réduire toute forme d'échange ou remplissage d'un formulaire à X et 3 PISE1 et à l'application studio de nombreux cases à cocher. Évidemment, j'essaie d'y résister au risque d'être traité avec quelques-uns, parce qu'il y a encore quelques dinosaures, 2 dinosaures, évidemment. Mon propos, mon témoignage, c'est de plaider en faveur de ce que je nommerai avec vous une subjectivité éclairée. Nous sommes des humains au service d'histoires humaines. Si communiquer entre nous suppose évidemment de ne pas dire n'importe quoi, cela ne suppose pas de ne rien dire, comme on nous le propose, d'objectiver des faits. L'enfant disparaît derrière son passage à l'acte, son symptôme, et une solution est tout de suite trouvée. Voilà, j'affirme au contraire que la bonne mesure en matière de communication concernant ces métiers qui traitent de l'humain, c'est justement de recompte de cette humanité, c'est de pouvoir mettre la virgule ou l'accent à l'endroit précis que la case ne prévoit pas, mais qui va faire toute la différence. Rendre des faits objectivement identiques, pourtant radicalement contraires. Une fessée, c'est moins grave que 10 fessées. Enfin, sauf peut-être si cette unique fessée a pour fonction d'humilier quand les 10 autres sont des tapes maladroites destinées à cadrer. Ne pas faire passer ces nuances, ne pas permettre de faire émerger tout ce qui se dit sans jamais se parler, c'est passer à côté de notre mission, de l'obligation dans laquelle nous sommes de permettre à l'autre professionnel, celui qui n'est pas sur le terrain mais qui pourtant devra en juger, d'avoir accès à la singularité. À l'époque où on aborde toute forme de prévention en partant d'une gestion de la cité par des chiffres, ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a tant de vols, d'actes de violence, de viols, et au contraire, il n'y a pas 2 faits identiques, 2 enfants, 2 parents, 2 mineurs isolés, etc. Redonner du sens à la justice, au social, dans son ensemble, passera nécessairement par leur restituer leur outil propre à leur activité, c'est-à-dire non plus les outils de comptage du politique qui gèrent des flux et des masses, mais à l'exact opposé, des outils qui distinguent, qui nuancent, en bref, qui permettent de faire notre métier chacun à sa place, non pas au service du nombre, car c'est le métier du politique, mais au service de l'unique, ce qui est le métier d'éducateur, du juge et de l'avocat. Voilà ce que j'avais. Vous applaudissez pour une grave. On va tous faire un effort pour lutter contre notre paresse intellectuelle. L'enfant a été reçu par la famille, son assistante familiale, il a vu son avocat. L'écrit a été remis dans les temps au juge, lui permettant de travailler, permettant à l'avocat de faire l'audience avec son enfant. Maintenant, là, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la synergie dans le cabinet du juge entre les différents acteurs. La parole, Madame Rinaldi. Alors, merci. Moi, je suis très honorée d'être ici parce que je trouve que le métier et la fonction de juge des enfants, dans le cadre de la protection d'enfance qui est très malmenée ces temps-ci, c'est pas si simple et c'est pas si facile. Souvent, on voit le juge des enfants comme étant quelqu'un qui est tout seul, qui décide, qui est tout seul dans sa lecture. Il y a bien un moment donné où il n'est pas tout seul, il aimerait bien être tout seul, c'est le moment de l'audience, parce que ça se bouscule dans tous les sens. Donc, pour moi, le juge des enfants, c'est à l'audience que la synergie, elle peut se faire ou pas. Parce que ça dépend comment le juge des enfants, il peut insuffler cette synergie. Alors, c'est vrai que quand j'entends qu'est-ce qu'on entend par synergie, parce que j'ai beaucoup entendu tout à l'heure, et on pourrait penser que c'est une question de communication ou d'échange. Ben, moi, ce que je propose, non, c'est peut-être à l'audience, c'est d'abord qu'il puisse y avoir un débat, et vraiment, au sens noble du terme, c'est un débat contradictoire, on entend tous les avis, toutes les idées, tout ce qui est possible, et il y a alors aussi toutes les émotions, parce que parfois ça gueule quand même, et c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et je trouve que le moment où ça bouillonne, c'est quand même difficile de pouvoir en faire quelque chose qui puisse permettre de prendre de la distance et de raisonner pour trouver des arguments. Alors, des arguments juridiques, judiciaires, mais c'est aussi cette complexité entre le subjectif que j'ai entendu, prendre soin d'un enfant, vivre au quotidien, c'est forcément des subjectivités, c'est participer, c'est de l'émotion. Et puis à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on y met comme argument pour construire un raisonnement, pour motiver en fait ces décisions, parce que il faut être un peu loin quand même de ces émotions. Et pourtant, rendre une décision, il vaut mieux la rendre quand même sur le siège
que de mettre en délibéré où ça peut, parfois, ça laisse décanter, mais c'est aussi un moment d'angoisse pour tout le monde. Et ça laisse peser une incertitude et un goût amer de ce qui peut s'être dit à l'audience. C'est pas si évident que ça. Alors, l'audience en elle-même, je pense que pour qu'elle puisse avoir de l'intérêt et qu'elle puisse être riche, il faut qu'elle soit préparée, anticipée, organisée. Alors, pour les éducateurs, c'est avec les écrits. Parce que si le document il est transmis, que ce soit aux avocats, mais que ce soit aussi aux juges, à la dernière minute, c'est difficile de pouvoir s'en détacher. Et puis, on retient 2-3 briques, 2-3 exemples. Alors après, à l'audience, on rame pour se rappeler de l'exemple. Alors que c'est pas de ça dont il faudrait vraiment se souvenir. Donc, c'est difficile, cette organisation et cette préparation. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que quand j'ai lu le sujet, quelle synergie des différents acteurs, et chacun joue un rôle et que la pièce, elle a été écrite. Mais que le juge, quand il arrive, il a déjà son idée. Et ça, vraiment, j'en fais un point d'honneur, c'est que non, il n'y a pas de préjugement, il n'y a pas quelque chose qui est tout fait et qu'il faudrait convaincre à l'audience le juge de ce qui a pu être déjà amorcé dans la réflexion. C'est peut-être difficile à croire, mais non, tout est possible. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que dans mes audiences, tout est possible si je me rends compte qu'il y a quelque chose que je n'ai pas du tout capté ou perçu dans un écrit, par exemple, et que je me rends compte. Ça arrive même qu'à l'audience, il y a quelque chose qui se produise et qu'on se dit, ah, ça reprend ce que j'ai déjà lu. Cet enfant qui est protecteur à l'égard de sa mère et qui se conduit comme ça, et pourquoi il se met à côté, ou pourquoi il dit que, ou pourquoi il minimise son positionnement. Mais des fois, il y a quelque chose que je n'ai pas du tout perçu, mais que je comprends quand je le vois à l'audience. L'audience, voilà, elle sait vraiment à ce qu'il y ait un débat et un échange et qu'on réfléchisse ensemble. Voilà, pour moi, c'est réfléchir ensemble. C'est pas juste échanger, communiquer de ce qui a pu se passer, faire le bilan d'un an. C'est aussi à ce moment-là, c'est quoi les éléments du débat essentiels, quelles sont les attentes, et après, donc, si je dois, entre guillemets, trancher, oui, c'est vrai, le juge, il tranche à l'audience, mais alors cette idée de dans l'intérêt de l'enfant ou l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est en tenant compte quand même de toutes les règles de droit, ce qui est quand même, ça devient très compliqué. C'est-à-dire, on doit tenir compte de ce qui peut s'exprimer là à l'audience, de ce qui a été vécu dans le cadre du placement avec la famille d'accueil et de la perspective quand même de la suite. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le lien, il peut évoluer? Est-ce que le lien, il peut changer, il peut se transformer? Est-ce que un enfant qui est séparé de ses parents, c'est chacun, je dis toujours, moi, chacun pédale dans son coin. Et à un moment donné, si on veut travailler le retour, il faut qu'il pédale sur le même tandem. Et ça, c'est compliqué des fois, parce qu'il peut y avoir des trajectoires complètement divergentes. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là. Alors, moi, je suis persuadée que le rôle du juge, c'est insuffler quelque chose à l'audience, et après, c'est de rester, ce qui est difficile, parce que quand même dans mes audiences, moi j'interviens beaucoup, ça je reconnais, mais c'est quand même de voir qu'est-ce qui peut se dire à ce moment-là, pour que après, quand on est plus seul devant sa feuille et qu'on fait son jugement, qu'est-ce qui en ressort et comment on construit une argumentation. Sur les questions quand même que je me suis posées, c'est est-ce que le juge il a déjà pris sa décision? Est-ce que la pièce de théâtre est déjà écrite? Est-ce que les dialogues sont déjà figés? Est-ce que le juge des enfants, il est là juste pour acter ce qui se dit? Et là, vous voyez où je veux en venir. Et est-ce qu'il serait que témoin de différents échanges? Je ne pense pas. Il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est le greffier. Et est-ce que le juge des enfants, il tranche un litige entre l'aide sociale à l'enfance et les parents? Souvent, c'est compris comme ça par les parents. Et après, le rôle du juge des enfants, avec la présence de l'avocat, de l'enfant, l'avocat des parents. Je dirais que parfois, il y a encore cette idée, même si tout est très bien agencé, tout est très bien réfléchi dans certains départements de France, il me semble que parfois, certains avocats ont quand même encore un peu l'habitude de penser qu'ils sont juges de la famille contre le juge. Je répète, que l'avocat est l'avocat de la famille, y compris de l'enfant, contre le juge, en venant à l'audience.
Ça arrive. J'ai des avocats qui me disent, attendez, moi, c'est tout là. M'occuper de l'enfant et des parents ou de la mère. Et non, ça ne va pas être possible. Ceux-là ne sont pas des avocats d'enfants. Voilà. Mais des fois, moi je pense que si je persiste, c'est des fois, il y a des avocats, mais il faut savoir aussi de temps en temps dire, bon, on n'est pas tous au diapason. Tous les enfants n'ont pas le même régime, d'accord? Et tous les avocats ne sont peut-être pas formés de la même façon, et tous les juges des enfants n'ont pas la même pratique. Pas des avocats. Et donc, il y a des fois, vous avez des avocats qui ont été avocats dans la procédure devant le JAF, qui considèrent que, deuxième mi-temps, on y vient, ils bataillent. Et ça, c'est difficile de dire non, changeons, changeons. Et si l'avocat, il ne le fait pas, c'est difficile pour les parents de se dire changeons, changeons. C'est pas le même cadre, c'est pas la même procédure, c'est pas les mêmes enjeux. Donc on arrête. Ça rejoint ce que je dis sur les avocats de famille et pas les avocats d'enfants. Alors, Ils plaident comme devant le chat. L'avocat de l'enfant, il est l'avocat de l'enfant. en faisant du mal, parce qu'ils connaissent, et souvent l'argument il est très fort, c'est de dire non mais je sais de quoi je parle, je connais avant vous la famille. Ben oui, je comprends. Mais on ne joue pas la même partie de jeu là. Ça c'est compliqué. Oui, mais C'est pas fini. Pardon. Non, parce que sinon je la connais mes affaires. Gauthier, elle va m'interrompre et après je vais être perdue. Il y a 3 étapes. Il y a la préparation de l'audience, il y a l'audience en elle-même et la décision, le jugement. Donc la préparation de l'audience, plus véritablement, plus le juge il est en amont, il a connaissance de ce qu'il y a dans un rapport, plus il sera bon à l'audience pour prendre de la distance. Je sais, on a tous les mêmes problématiques, mais voilà. Et plus il peut être calme et pas emballé par... il peut y avoir l'audience. Parce que parfois, il y a des choses très, très violentes. Et on vous dit, il ne faut surtout pas parler de ça. Et on pense que le père, par exemple, il consomme de l'alcool. Mais on n'a pas les preuves. Comment je fais? C'est difficile à l'audience de dire qu'on doit parler ou pas parler de quelque chose. Mais on vous donne l'information. Le principe du contradictoire, c'est que je dois y aller. Dernièrement, on m'a transmis des informations qui ont été délivrées par un enfant avec son psychologue. Qu'est-ce que je fais? Et on dit, il ne faut surtout pas en parler. Bah. Mais on me fait confiance. C'est compliqué quand même d'avoir ce rôle-là. Je pense que l'audience, elle doit rester exceptionnelle. Si on veut véritablement qu'elle ait un sens, c'est pas dès qu'il y a un pépin, il y en aura un, il y en aura d'autres. Il y en a déjà eu. Il faut qu'elle reste exceptionnelle. Et par contre, quand elle a lieu et qu'elle se tient, oui, tout doit être débattu. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas très bon sur l'urgence. Il n'y a que l'OPP. Et elle doit rester, alors c'est même plus exceptionnel, rarissime. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que sous forme d'OPP, on fait passer beaucoup de choses. En urgence, et le débat, il a lieu après. Ah bah, tu parles, ça ne va pas compenser. Alors, pour le coup, oui. Je trouve que là, les dés sont typés. C'est ça vraiment la différence entre l'audience et vraiment le placement provisoire. Et je trouve qu'avec le Covid, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui fait qu'il y a une petite glissade. Je ne dis pas un dérapage, parce qu'il faut qu'on y veille tous, mais une petite glissade, un peu un passe-côté qui n'est pas bon. Et le temps, on glisse là, et c'est pas bon. C'est la place des OPP, la place des visios, des audiences qui se tiennent avec une visio, soit la personne est incarcérée, soit c'est parce que l'autre jour on dit bah, la jeune fille elle est en vacances en Belgique. Alors est-ce qu'on peut faire ça par visio? Là c'est même plus une visio. On va utiliser WhatsApp pour se parler. Vous voyez, le téléphone, mais non, vous avez l'image. Et je me demande quand même, c'est un service éducatif très sérieux, hein, il me fait cette proposition-là. Et je me dis, mais il y a eu une petite glissade là avec le Covid. Et puis aussi, je pense des habitudes peut-être de confort de la part de certains professionnels, y compris peut-être de certains magistrats qui n'ont pas envie d'entendre gueuler pendant 2 heures. C'est quand même mieux quand même parfois, hein, un quart d'heure, 5 minutes, on peut le régler. Et le fait d'utiliser des conclusions écrites, l'écrit. Par définition, l'audience, elle est orale. La parole, elle peut être violente, mais elle sort. On sait quand même de quoi ça cause. Alors que l'écrit, en principe, il y a l'idée de la réflexion, de poser les choses, etc. Mais si les avocats y mettent aussi avec l'idée de l'écoute, ça arrive parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne veut pas oublier, ou parce que... Et donc, du coup, on perd l'exercice, on perd
la réactivité, où on perd l'attention dans l'audience. Et ça, je me suis rendu compte que du coup, il y avait un petit dérapage qui, j'espère, c'est une petite glissade. Mais de la même façon, c'est aussi le Covid qui a fait que, par exemple, certains professionnels, on s'est rendu compte, moi je vois bien dans les dossiers, la perte d'informations. Qui c'est qui a le numéro de téléphone de la famille? C'est plus le juge. Hein. Avant, ça y était, où on avait la... Et là, je ne sais plus où est le numéro de téléphone, où on peut joindre l'adresse, etc. Et ça, je trouve que c'est très révélateur de ce qui est en train de se passer. C'est que le juge des enfants, qui était un interlocuteur un peu exceptionnel et qui avait des informations très pragmatiques, je trouve que ça se perd. Et donc, du coup, là, j'ai un peu cette crainte. Donc, c'est vrai que ce soit les éducateurs, la famille d'accueil et l'avocat, ils peuvent contrebalancer effectivement ce qui peut manquer. Le déroulement de l'audience, la tenue de l'audience, alors là-dessus, pour moi, vraiment, c'est le juge des enfants qui peut préparer ou prévoir à peu près, la durée, la place de l'audience et les prises de parole. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est le seul endroit où il peut y avoir à un moment donné un recadrage. Et quand je dis recadrage, c'est pas au sens recadrer tout le monde et genre jouer le chef. Pas que chef d'orchestre, c'est bien que je l'ai utilisé cette expression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on y va, mais chacun avec sa place. Et c'est vrai que c'est à l'audience que je pense qu'il peut y avoir ce rôle de chef d'orchestre. Mais je vais plus loin, c'est que c'est le seul qui peut garantir que chacun puisse s'exprimer. Donc c'est vrai que le juge des enfants, c'est difficile et c'est compliqué de donner la parole à tout le monde, y compris à un enfant, pour pouvoir donner cette place et qu'il puisse être entendu. Je rebondis sur un ou quatre avocats, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, la demande. En fait, il y a une avocate qui était dans un premier temps l'avocate des 4 enfants. Il y a eu une année où elle a été renvoyée dans ses buts par mon prédécesseur. Elle est arrivée à l'audience. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je crois que je suis un peu dans le déni. Je ne vais pas vous dire exactement comment, mais en tout cas, l'avocate a été renvoyée à la maison, gentiment et calmement. Et puis, cette année, l'avocate est venue se présenter en me disant, dis donc, alors, je lui ai dit, écoutez, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Il est où le problème de venir me demander si vous devez venir à l'audience et l'AJ et tout ça? Ça m'agaçait, j'étais pas du tout... je me suis dit, ah non, écoutez, là, c'est bon, enfin, je veux dire, il est où le problème? Et puis, finalement, je viens de recevoir un courrier, parce que moi, vraiment, ça ne me posait pas de difficulté, mais où elle est embarrassée pour défendre la parole des 4, parce qu'ils n'ont pas du tout le même positionnement. Ah, pour le coup, je ne cache pas que je suis un peu embarrassée, parce que là, 4 enfants, 4 avocats, je ne sais pas comment je vais faire. Moi. Pourtant, à Paris, on a des grands bureaux. Mais là, ça va être compliqué. Parce que ça va être une, je sais, il va falloir le gérer, mais ça va être une tension supplémentaire. Et je ne sais pas bien comment je vais faire. Parce que, je ne sais pas où c'est tout le monde. Je vais voir, parce que forcément, je vais voir là, les 4 individuellement avec leur avocat. Et après, au moment de l'audience, je me demande si les enfants, je ne vais pas les dispenser parce que je ne sais pas trop. Mais je vous dis, voilà, qu'aujourd'hui, je suis peut-être dans cette difficulté-là. Pourtant, je l'ai vu dans des retours de nous, je sais qu'il y a un enfant par... Je me suis même amusée des fois, parce que les avocats aussi, ça les embêtait. Alors, ils étaient persuadés que 1 pour les 3, ça allait être bon. Ben non, un chacun. Mais parce que j'avais une idée à la lecture du dossier, que c'était pas bon pour que chacun puisse être entendu. Ils ont un parcours différent, soit nés en France, soit nés ailleurs, et avec des positionnements et des positions différentes. Donc là, je savais que, mais là, c'est quelque chose qui m'est peut-être imposé, et que du coup, cet exercice-là, je ne l'ai pas préparé. Et donc, du coup, je ne suis peut-être pas à l'aise avec une nouvelle dimension. Le dernier point, donc, peut-être, voilà, celui qui est garant des débats, pour moi, c'est le juge, mais en présence du greffier. Vraiment, le greffier en assistance éducative, c'est lui qui note, qui entend, pendant que moi, je suis en train de donner pas de la mesure. Oui, mais de voir que l'enfant, là, il est en train de regarder ailleurs. Alors, pourtant, j'observe dans mes audiences tout, et je ne peux pas non plus regarder 10 personnes de la même manière. Et c'est vrai qu'il
qui peut compenser notamment. Donc les notes d'audience, c'est vrai que c'est quand même le support matériel, c'est ce qui garantit que le débat il a eu lieu. Et si elles sont établies par le greffier, c'est ce qui peut garantir ça. Il y a un autre acteur qu'on oublie quand même, c'est le ministère public. On n'a pas du tout parlé. Jamais là. Oui, mais en assistance éducative, dites donc, c'est quand même ce qui nous garantirait de dire et qu'ils entendent que c'est bien l'ordre public. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il y a eu des sujets qui sont abordés sur, à part de vouloir simplifier les choses, je trouve qu'on l'oublie et puis du coup, après, c'est facile de nous dire, c'est ce que vous faites, le domaine de la protection de l'enfance, un peu de la gnognotte. Viens donc aux audiences et puis tu comprendras que c'est pas de la gnognotte et on est sur des sujets d'ordre public, sur l'autorité parentale, etc. Et que je vois pas pourquoi, là, il nous lâche. Et pourquoi lui, il met sa priorité sur le pénal? Plus on les interpelle, alors c'est là où je pense qu'on a quand même un petit revers de bâton. C'est déjà, attends, moi je sais de quoi je parle. Le jour où tu viendras à l'audience, ok. Vous voyez, c'est aussi, il faut le rabattre de l'autre côté parce que je trouve que là, il est en train de nous lâcher le ministère public, mais nous aussi, ça nous arrangerait. On pouvait faire sans les chambres de conseil aussi, au pénal. Il n'est pas là, moi, je fais ce que je veux. Donc, ça m'arrange. Sauf que, du coup, il y a peu de considération sur vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Et là, je trouve que finalement, on est un peu perdant. Je me suis un peu lâchée dans mon vocabulaire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais finalement, c'est là où je me dis la procédure, quand on la rappelle sur l'article 187, le fait de solliciter l'avis du parquet, etc., il l'oublierait moins. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me contente de mettre en l'absence de sollicitation d'avis par le greffe, parce qu'ils ne veulent pas me faire juste une OSC, ben voilà, mais c'est pas bon, parce qu'il manque le bout la compétence. C'est bien de savoir que je suis libre et que je suis compétente, mais c'est mieux quand l'autre, il le reconnaît. Et du coup, voilà. Il nous reprocherait moins certaines choses. Parce que les OPP, il les fait quand même tout seul. Là, il a bien besoin de nous. Alors, pour la décision et le jugement, grosso modo, j'ai dit sur le fait que, sur le délibéré, les questions que moi je me pose. Et la question peut-être aussi aujourd'hui, c'est est-ce qu'un placement, il doit être exécuté à l'audience? C'est pas le bon endroit. Et parfois, c'est indispensable pour que peut-être tout le monde entende que ce qui s'est dit est tellement violent qu'à un moment donné, pour y mettre un terme, ça doit être là aussi que doit commencer l'exécution de la décision. Après, je passe sur l'exécution des placements ou l'inexécution des placements qui est difficile, etc. Peut-être pour terminer, juste c'est dans l'idée du jugement, c'est par l'autorité en fait que le juge est légitime en fait de diriger, de présider les débats et de rendre sa décision. Je pense qu'aujourd'hui, souvent, parce que le juge des enfants a voulu être accessible, donc il s'est mis un peu en retrait. Du coup, on a l'impression qu'il a moins d'autorité, alors que son autorité, elle est d'autant plus légitime et qu'intervenir dans le domaine de l'autorité est vraiment pour moi un sujet, c'est l'intimité des gens, c'est encore inhérent et c'est aliénable. C'est là il faut reconnaître que ça ne peut être qu'un juge qui intervienne. Il a cette légitimité-là. Voilà. Pour terminer, et de temps en temps, ça m'arrive de solliciter des familles d'accueil pour venir à l'audience. Et dernièrement, c'est ce qui s'est produit parce que parfois, quand un enfant est tout seul, soit parce que les parents sont négligents, ils ne viennent plus, ils ne veulent plus supporter ou bien qu'un des parents est décédé ou que l'autre est incarcéré, pour que cet enfant puisse se sentir soutenu. Mais c'est une place qui est différente de l'avocat. Là, c'est pour le rassurer sur le plan affectif. Voilà, moi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit chaleureux pour l'accompagner dans le bureau du juge des enfants. L'avocat, lui, c'est plus c'est la partie juridique pure et dure. C'est assister et non pas représenter. Donc, moi, l'histoire du mandat, on peut en discuter pendant des heures. C'est vraiment assister et pouvoir formuler juridiquement ou percevoir les enjeux judiciaires, juridiques pour l'enfant, mais aussi peut-être pour la famille. Et parfois, pour d'autres personnes qui sont présentes. Voilà. Il n'y a pas que, et c'est pour ça que l'histoire d'administrateur ad hoc, c'est encore une autre paire de manches.
Parce que ça, c'est, je pense que dans la loi Taquet, les choses comme elles sont venues, c'était pour ça. Et c'était absolument de voir cet administrateur à deux. Et je pense que c'est une erreur. Ça ne nous a pas aidés. Mais tout le monde, globalement, tout le monde n'a pas été aidé. C'est une perte d'énergie, de temps. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. D'ailleurs, les administrateurs ad hoc ne voient pas très bien ce qu'ils vont faire là-dedans. Quand ils ont été interrogés par des juges chez nous sur leur rôle, hein, ils ont dit qu'ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire là. J'ai un enfant, puisque. Et puis alors en plus l'administrateur ad hoc va désigner un avocat, mais qui est l'avocat de l'administrateur ad hoc, hein. Qu'est-ce qu'il devient cet avocat? L'enfant devient discernant et à quel âge? C'est quoi? C'est 5 ans? C'est 10 ans? Oui, c'est ça. Du coup, le fil rouge, il est rompu, ou alors il reste, il perdure, parce qu'il est là, que ça sert. C'est déjà vu avec ça. J'aurais posé des questions. Une question, service éducatif. Comment est-ce que vous imaginez vos relations avec les avocats? C'est la première question. Deuxième, alors plus réflexion à ce qu'a dit Mme Rinaldi. J'ai l'impression, mais vous me direz que dans diverses situations, si un enfant n'avait pas d'avocat et que les autres en avaient un, ça crée l'enfant qui n'a pas d'avocat disparaît, mais il n'a plus le même, enfin, il n'a pas quelqu'un qui est à ses côtés pour lui être à égalité avec les autres. C'est une réflexion. C'est une réflexion très nouvelle pour moi, mais c'est pour ça que je suis contente d'avoir aussi des confrères et vous-même, sur l'écrit. Pour moi, l'assistance éducative, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était l'oral. Et c'était que l'oral. Maintenant, à la réflexion de plusieurs dossiers très compliqués, avec des juges notamment nouveaux, donc ne connaissant pas les services et ayant besoin de s'appuyer sur l'aide sociale à l'enfance, je crois que l'écrit de l'avocat est un écrit juridique. C'est-à-dire à la fois se reportant éventuellement aux faits, mais aussi en posant les problématiques. Et un des sujets, c'est que c'est vrai qu'il est indiqué dans les textes, notamment, que le parquet doit donner son avis à tous les stades de la procédure. C'est dans les textes. Après, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai vu dans les dossiers? J'ai dû le rater. J'ai pas dû le voir. Mais je crois qu'il n'y a pas. Et donc, nous, avocats, notamment dans des situations quelquefois compliquées, peut-être certaines choses qu'il faudrait qu'on fasse noter. Si on est dans une position, alors en général, on est une position d'explicitation, de je ne sais pas quoi, mais on peut être aussi, vis-à-vis même éventuellement du magistrat, dans une position plus rupture, on va dire. Pas de présence du greffier, nullité. Nullité absolue. Absolue. Et ça peut être une aide pour le magistrat qui, c'est vrai, c'est hallucinant d'être obligé de tenir toute une audience avec je ne sais pas combien de personnes, de prendre des notes d'audience qui sont hyper capitales si vous arrivez au milieu de l'audience de l'affaire et que du coup les notes d'audience sont très révélatrices, c'est pas du boulot, et de faire notre job d'avocat, de prendre des conclusions de nullité pour que du coup obliger notamment les services de mettre un greffier au juge, ça peut être aussi super utile. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'interroge maintenant, alors que je ne m'étais jamais interrogée. Pour moi, c'était que l'oral, que l'oral, que l'oral. Et là, je me dis, mais est-ce que notre rôle d'avocat aussi, quelquefois, c'est pour faire respecter aussi le droit? Et j'allais dire, l'assistance éducative, il y a plein de textes de droit. Est-ce que c'est pas aussi de temps en temps, dans certaines situations, de pointer par écrit? Ça peut nous servir pour la cour d'appel, au cas où. Et c'est aussi une manière de remplir complètement notre rôle d'avocat, qui est certes d'assister l'enfant, mais aussi de vérifier si les droits qui sont inscrits dans les textes sont bien respectés le concernant. C'est une nouvelle réflexion que j'ai pour moi, parce que je n'avais pas eu du tout jusqu'à présent. Hein. Mais je voulais vous la livrer parce que ça m'a déstabilisé sur ma pratique antérieure. Je sais pas comment vous dire. Mais je me suis dit, est-ce que je n'ai pas loupé des trucs? Parce qu'en définitive, ouais, c'est vrai qu'on fait tout à l'oral. Mais
je suis un peu embêtée parce que j'arrive quand même plutôt après je sais pas combien d'années de carrière. Je me suis dit, merde, est-ce que j'ai bien fait mon rôle parce que tout compte fait. Voilà, je voulais vous le révéler parce que je réagis un peu à ce que vous avez dit. Alors, tout à l'heure sur les rôles d'avocats. Avec un rapport services sociaux, avocats, avant l'audience, parce que moi, il y a plein de choses qui se préparent avant l'audience aussi, et tout n'est pas. L'audience est un moment fondamental, mais il y a aussi la préparation avant l'audience, c'est fondamental. C'est pour ça que la présence de avec rapport le est jeune et indispensable. avec Voilà. Mais on l'a pas, et c'était pas le cas. C'est pas à Paris, c'était pas le cas. Pour moi, les rapports ont toujours été faits en temps et en heure. Je m'y prépare bien à l'avance. J'ai un petit listing, rapport à faire avant la date. La dernière chose. Voilà, donc bon, je réponds aux avocats évidemment quand ils ont des questions à me poser. Par contre, je ne vais pas les chercher. Ça, c'est certain. Encore une fois, par rapport, c'est l'espace de l'enfant. Enfin, je veux respecter ça. Ils comprennent bien qu'il n'y ait pas de confusion possible. Je suis là pour effectivement l'accompagner dans le présent pour son avenir. Et l'avocat est là pour le défendre. Et donc, effectivement, l'assister, mais aussi pour l'assister aussi pour le défendre. C'est-à-dire que le mot défense, on va croire que forcément on lui reproche quelque chose qui est mis en cause. Défendre ses droits. Défendre ses On droits. sait de temps en temps vous dire je veux pas d'avocat parce que pour défendre ses droits. on a besoin d'un avocat quand on a que Oui, c'est ça. Ah oui, il y a des enfants qui disent je veux pas d'avocat d'ailleurs. Voilà. Donc, non, moi je me sers beaucoup j'aimais beaucoup les ordonnances de Madame Rinaldi, que je regrette beaucoup, parce qu'elle motivait sa décision de manière très précise. Et alors, c'est un outil magique avec les parents. Parce que les parents, en fait, ils entendent à l'audience, mais ils entendent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, et donc après, il dit, mais non, mais elle a dit que, mais si, mais bon, etc. Donc je reprends et l'écrit, c'est important. La trace écrite est importante. ça reste au dossier et le dossier sera accessible à l'enfant. Non, voilà. Que ce soit pour nos écrits à nous, que ce soit effectivement pour. Voilà. Donc moi, je suis à disposition, mais je vous dis, je ne vais pas les chercher. Mais quand j'aime bien les avocats, en général, ils ont mon numéro de portée. Alors, bon, vous êtes disqualifié, hein, c'est pas. C'est pour ça que vous êtes ponctuel à dire. C'est pas comme ça la vie. Voilà. Alors, je crois qu'on arrive au terme. Il n'y a pas vraiment de questions. Quelqu'un a dit, mais je ne sais pas si vous avez évoqué le placement chez les grands-parents qui digne de confiance. Ce n'est pas tellement la table ronde. C'est possible, mais c'est pareil, ça ne va pas être systématique. C'est du cas par cas, de toute façon. C'est du prêt-à-porter. C'est pas du sur-mesure, c'est du prêt-à-porter. Et il y a cette déclaration, les écrits professionnels sont la traduction de l'évolution de l'enfant et comment tous les adultes tuteurs de résilience lui permettent de développer des ressources et des compétences tout en surmontant ses psychotraumatismes. Alors, il faut aider aussi l'enfant à trouver lui-même ses outils en tant que sujet. C'est-à-dire, à force d'être coaché, plus personne n'arrive à vivre des épreuves. Il faut quand même faire attention à ça aussi. Il me semble. Je sais pas, alors on a atteint, je ne sais pas si on met des heures, si on continue. Il y a un autre atelier. Un autre atelier, oui. Moi, j'avais pour l'atelier des jeunes majeurs. L'autre On peut retrouver tous